L'Assemblée va à présent entendre la déclaration de son Excellence, M. Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Monsieur le Premier ministre de l'État d'Israël, son Excellence, M. Benjamin Netanyahou. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je vais vous dire va vous choquer. Israël a devant lui un avenir brillant aux Nations Unies. Alors, je sais que dans ma bouche, ceci doit vous surprendre. En effet, année après année, je me suis trouvée ici, à cette tribune, pour jeter l'opprobre sur les Nations Unies, pour son biais incessant contre Israël. Et les Nations Unies mériteraient cet opprobre. L'année dernière, l'Assemblée générale a adopté 20 résolutions contre l'État démocratique d'Israël. Et un total remarquable de 3 résolutions contre tous les autres pays de la planète. Israël 20, reste du monde 3. Et quid de cette bonne blague que l'on appelle le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui, chaque année, condamne Israël. Plus que quelque autre pays du monde, et plus que tous les autres pays du monde combinés. Alors que des femmes sont systématiquement violées, assassinées, vendues en esclavage de par le monde. Quel est le seul pays que la Commission de la femme des Nations Unies décide de condamner cette année? Oui, gagné, Israël. Israël. Israël, où les femmes peuvent piloter des jets, sont à la tête de grandes entreprises, à la tête d'universités, où elles ont présidé à 2 reprises la Cour suprême, ont été présidents de la Knesset, Premier ministre. Et ce cirque se poursuit à l'UNESCO. L'UNESCO, les Nations Unies, chargées de préserver le patrimoine mondial, c'est dur à croire. Mais l'UNESCO vient de nier ce lien de 4000 ans entre le peuple juif et le mont du Temple, lieu saint s'il en est. C'est aussi absurde que nier le lien entre la Grande Muraille de Chine et la Chine. Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont vu le jour en tant que force morale. Aujourd'hui, elles sont devenues une farce morale. Alors, lorsqu'il s'agit d'Israël aux Nations Unies, vous vous dites sûrement, rien ne changera jamais, n'est-ce pas? Eh bien, réfléchissez-y à 2 fois. Voyez-vous, tout va changer. Et bien plus tôt que vous ne le pensez. Ce changement interviendra ici même, dans cette salle, parce que chez vous, vos gouvernements changent rapidement d'attitude vis-à-vis d'Israël. Et tôt ou tard, cela va changer votre manière de voter au sujet d'Israël aux Nations Unies.
De plus en plus de nations en Asie, en Afrique, en Amérique latine, de plus en plus de nations considèrent Israël comme un partenaire puissant, un partenaire dans la lutte du terrorisme, contre le terrorisme mené aujourd'hui, un partenaire du développement des technologies de demain. Aujourd'hui, Israël entretient des relations diplomatiques avec plus de 160 pays. Près de 2 fois plus que lorsque j'étais ici ambassadeur d'Israël il y a 30 ans. Et ces liens ne cessent de se resserrer, de s'approfondir. Les dirigeants du monde se rendent de plus en plus compte qu'Israël est un pays puissant, doté des services de renseignement parmi les plus excellents au monde, grâce à notre expérience sans pareille, à nos capacités avérées en matière de lutte contre le terrorisme. Nombre de vos gouvernements nous aident, nous demandent notre aide pour préserver la sécurité. Nous aidons aussi dans le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'eau et dans le domaine de la connectivité, des métadonnées, de l'intelligence artificielle. Tout cela modifie notre monde dans tous les domaines. Réfléchissez à cela. Israël est à la tête du secteur du recyclage. Nous recyclons environ 90% de nos eaux usées. Ce n'est remarquable, n'est-ce pas? Étant donné que le pays suivant sur la liste ne recycle qu'environ 20% de ses eaux usagées, Israël est une puissance mondiale de l'eau. Donc, si le monde a soif, et c'est le cas, quel pourrait être le meilleur allié qu'Israël? Et la sécurité dans le cyberespace, un problème qui nous concerne tous. Israël représente un dixième de la population, 1% de la population mondiale. 0,1% de la population mondiale. Et pourtant, nous avons attiré 20% des investissements l'année passée dans la cybersécurité. Réfléchissez bien à ce chiffre. Dans le cyberespace, Israël joue dans la cour des grands. Nous sommes aussi une cyberpuissance. Certains ciblent vos banques, vos avions, vos réseaux d'électricité et le reste. Israël peut vous offrir cette aide indispensable dont vous avez besoin. Les gouvernements changent d'attitude vis-à-vis d'Israël parce qu'ils savent qu'Israël peut les aider à protéger leur population, à les nourrir, les aider à améliorer leur vie. Cet été, j'ai eu l'occasion incroyable de percevoir ce changement lors d'une visite inoubliable dans 4 pays d'Afrique. Première visite d'un Premier ministre israélien en Afrique en des décennies. Aujourd'hui, plus tard dans la journée, je rencontrerai des dirigeants de 17 pays d'Afrique. Nous discuterons de la manière dont la technologie israélienne peut les aider dans les efforts déployés pour transformer leur pays. En Afrique, les choses changent. En Chine, en Inde, en Russie, au Japon, l'attitude vis-à-vis d'Israël change aussi. Ces pays puissants savent que bien qu'Israël soit un petit pays, Israël peut faire la différence dans de très nombreux domaines, des domaines importants à leurs yeux. Et à présent, je vais vous surprendre plus encore. Voyez-vous, le principal changement en termes d'attitude vis-à-vis d'Israël intervient ailleurs. Il intervient dans le monde arabe. Les accords de paix avec l'Égypte, la Jordanie restent des pôles de stabilité dans un Moyen-Orient toujours plus instable. Mais je dois vous dire une chose. Pour la première fois de ma vie, nombre d'autres États de la région reconnaissent qu'Israël n'est pas leur ennemi. Ils reconnaissent qu'Israël est un allié contre des ennemis communs, l'Iran, l'EIL, que nous tendons vers les objectifs communs, la sécurité, la prospérité, la paix.
Je pense que dans les années à venir, nous conjuguerons nos efforts pour réaliser ces objectifs. Nous travaillerons main dans la main, ouvertement, de sorte que les relations diplomatiques d'Israël sont ni plus ni moins qu'en train de vivre une vraie révolution. Mais dans le cadre de cette révolution, n'oublions jamais que notre alliance la plus précieuse, cette amitié la plus profonde est celle que nous entretenons avec les États-Unis d'Amérique, la nation la plus puissante et la plus généreuse qui soit. Des liens inébranlables existent avec les États-Unis. Ils transcendent la politique, les partis. Ils reflètent avant tout et surtout cet appui massif du peuple américain à Israël, un appui qui atteint des niveaux records pour lesquels nous sommes profondément reconnaissants. Les Nations unies dénoncent Israël, les États-Unis appuient Israël. Un des piliers de cette défense a toujours été l'appui des États-Unis à Israël aux Nations unies. Je suis heureux de l'engagement pris par le président Obama en faveur de cette politique de longue date des États-Unis. Je crois que la seule fois que les États-Unis ont utilisé leur veto au Conseil de sécurité dans la présidence, c'était en 2011, dans le cadre d'une résolution contre Israël. Le président Obama avait déclaré à juste titre à cette tribune: la paix ne peut pas découler de déclarations, de résolutions aux Nations unies. Je pense que dans un jour prochain, pas si lointain que ça, Israël pourra compter sur un très grand nombre de pays ici, aux Nations unies. Lentement, mais sûrement, les jours où les ambassadeurs aux Nations unies condamnent Israël auront vécu. Mesdames et messieurs, cette majorité automatique des Nations unies contre Israël aujourd'hui me rappelle une histoire incroyable. Celle de Hiro Onoda, un soldat japonais envoyé aux Philippines en 1944. Il l'a vécu, il vivait dans la jungle, mangeant ce qu'il trouvait, évitant d'être capturé. Il a fini un jour par se rendre. Mais simplement en 1974, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant des décennies, Hiro a refusé de croire que la guerre était finie. Hiro se cachait dans la jungle. Des touristes japonais, pendant ce temps, nageaient dans des piscines, dans des hôtels de Manille, non loin de là. Enfin, l'ancien commandant d'Hiro fut envoyé dans la jungle pour le persuader, le convaincre de sortir. Ce n'est qu'alors qu'Hiro a déposé les armes. Mesdames et messieurs, les délégués venus du monde entier, j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui. Déposez les armes. La guerre contre Israël aux Nations unies est terminée. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais j'ai bonne confiance. Je pense qu'un jour, dans un avenir passé lointain, vous obtiendrez aussi ce même message de votre président, de votre Premier ministre, vous informant que la guerre contre Israël aux Nations unies est terminée. Oui, je sais. Peut-être que la tempête interviendra avant le calme. Je sais que d'aucuns évoquent la possibilité de faire une alliance contre Israël plus tard dans l'année, étant donné ce passif contre Israël ici. Pensez-vous réellement qu'Israël va laisser les Nations unies déterminer notre sécurité, nos intérêts nationaux vitaux? Nous n'accepterons aucune tentative des Nations unies de nous dicter quoi que ce soit. La route vers la paix passe par Jérusalem et Ramallah, pas par New York. Mais quoi qu'il arrive dans les mois à venir, j'ai pleine confiance. Pendant les années à venir,
La révolution opérée entre les nations vis-à-vis d'Israël finira par arriver jusque dans cette salle. J'ai à ce point confiance de fait que je pense que dans une décennie, un Premier ministre israélien se tiendra ici même où je me trouve aujourd'hui pour applaudir les Nations unies. Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi attendre une décennie? Pourquoi continuer de vilipender Israël? Peut-être parce que certains d'entre vous ne comprennent pas que ce biais obsessionnel contre Israël n'est pas simplement un problème pour mon pays, c'est un problème pour vos pays aussi. Si les Nations unies consacrent tant de temps à condamner la seule démocratie libérale du Moyen-Orient, les Nations unies ont bien moins le temps de s'occuper de guerres, des maladies, de la pauvreté, du changement climatique et de toute la kyrielle de problèmes gravissimes qui frappent la planète. Est-ce que les milliers de Syriens massacrés sont aidés? Nous traitons, nous, des victimes, notamment dans des hôpitaux de campagne. Est-ce que dénigrer Israël contribue à faire avancer la situation en Iran? Nous avons, dans mon parti, des hommes forts. Est-ce que le fait de diaboliser Israël contribue à améliorer la situation dans cette région alors que nous contribuons, grâce à notre agriculture, à nourrir ceux qui ont faim? Plutôt l'obsession contre Israël s'achèvera, mieux ce sera pour Israël et pour vos pays et pour les Nations unies à proprement parler. Mesdames et messieurs, si les habitudes ont la vie dure aux Nations unies, les habitudes en Palestine ont plus encore la vie dure. Le président Abbas vient ici même d'attaquer la déclaration Balfour. Il se prépare à intenter un procès contre la Grande-Bretagne du fait de cette déclaration de 1917. Déclaration d'il y a presque 100 ans. On parlait de quelqu'un qui est coincé dans le passé. Les Palestiniens pourraient bien poursuivre l'Iran pour la déclaration qui a permis aux Juifs de rebâtir leur temple à Jérusalem il y a 2500 ans. Réfléchissez-y. Peut-être pourriez-vous intenter un procès à Abraham pour avoir acheté de la terre à Hébron il y a 4000 ans. Non, ne riez pas. C'est aussi absurde que cela. Poursuivre le gouvernement britannique pour la déclaration de Balfour? Non mais, est-ce qu'on va vraiment le prendre au sérieux? Le président Abbas attaque la déclaration de Balfour parce qu'elle reconnaît le droit du peuple juif à sa terre d'Israël. Lorsque les Nations unies ont appuyé l'établissement d'un État juif en 1947, elles ont reconnu notre droit historique et moral sur cette terre. Et pourtant, aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, les Palestiniens continuent de refuser de reconnaître ces droits. Donc, pas le droit à notre terre, pas le droit à un État, le droit à rien en fait. Voilà ce qui reste au cœur du conflit. Ce refus persistant de la Palestine de reconnaître l'État juif, quelles qu'en soient les frontières. Ce conflit n'est pas un conflit lié aux colonies. Il ne l'a jamais été. Ce conflit s'est poursuivi pendant des décennies, avant, en Judée, à Samarine, à Gaza, lorsqu'ils étaient entre des mains arabes. La Cisjordanie, Gaza, étaient entre les mains des Arabes et on nous attaquait pourtant encore et encore. Les colonies de Gaza, nous nous en sommes retirés. Mais la paix n'est pas parvenue.
Pour autant, à Gaza, des milliers de roquettes ont été tirées. Ce conflit fait rage parce que pour les Palestiniens, ce qu'ils souhaitent, c'est Haïfa, Jaffa et Tel Aviv. Alors, la question de la colonisation est une question réelle qui doit être réglée dans le cadre de négociations sur le statut final. Mais ces colonies n'ont jamais été au cœur du conflit. Il ne s'agit pas non plus d'établir un État de Palestine. Le problème tient à l'existence même d'un État juif, quelles qu'en soient les frontières. Mesdames et messieurs, Israël est prêt, je suis prêt, à négocier toutes les questions inhérentes au statut final. Mais s'il est une chose sur laquelle je ne négocierai jamais, c'est notre droit sur un État juif. Wow. Les applaudissements à l'Assemblée générale pour le président d'Israël. Ces changements peut-être interviendront plus tôt que je ne le pensais. Si en 1947 les Palestiniens avaient dit oui à un État juif, il n'y aurait pas eu de guerre, pas de réfugiés au pluriel et pas de conflit. Lorsque les Palestiniens diront oui à un État juif, nous pourrons enfin mettre une fois pour toutes un terme à ce conflit. Mais il existe une tragédie. Les Palestiniens sont non seulement piégés dans le passé, leurs dirigeants empoisonnent leur avenir. Imaginez une journée de la vie d'un petit garçon de 13 ans, palestinien, Ali. Ali se réveille pour aller à l'école. Il va s'entraîner au football avec son équipe, baptisée du nom d'un terroriste palestinien, responsable d'avoir fait voler en éclats un bus d'Israéliens. À l'école, Ali assiste à une manifestation parrainée par le ministère de l'Éducation de la Palestine, honorant Bahra Alian, qui l'année dernière a assassiné 3 civils israéliens. Il rentre chez lui. Sur le chemin, il passe devant une statue érigée il y a quelques semaines à peine par l'autorité palestinienne en l'honneur d'Abu Souka, qui a fait exploser une bombe au cœur de Jérusalem, tuant 15 Israéliens. Lorsqu'Ali rentre chez lui, il allume la télévision. Il y voit un entretien avec un responsable palestinien, Djibril Djoub, qui dit que s'il avait l'arme nucléaire, il la ferait exploser sur Israël le jour même. Ali allume ensuite la radio. Il entend le président Abbas, son conseiller, Sultan Abou Lénine, exhortant les Palestiniens, et je cite, à découper la gorge des Israéliens où qu'ils se trouvent. Ali se connecte sur Facebook. Il y voit un post récent du parti Fatah demandant ou baptisant l'assassinat de 11 athlètes olympiques un acte héroïque. Ali regarde ensuite un clip du président Abbas dans lequel il dit « Chaque goutte de sang versée à Jérusalem est bienvenue ». Et je cite, pendant son dîner, Ali demande à sa maman « Que se passerait-il si je tuais un juif et était jeté dans une prison israélienne ?» Voilà ce qu'elle lui dit. Elle lui dit « Eh bien, tu recevrais des milliers de dollars chaque mois des autorités palestiniennes. » Elle lui dit « En fait, plus de juifs seraient tués, plus d'argent serait versé à la sortie de prison. » Ali serait garanti aussi d'avoir un emploi auprès des autorités palestiniennes. Mesdames et messieurs, tout cela est réel.
Tout cela se passe chaque jour, tout le temps. Malheureusement, Ali représente des centaines de milliers d'enfants palestiniens qui sont endoctrinés, qu'on nourrit de haine jour après jour. Il s'agit d'atteinte aux droits des enfants. Imaginez votre enfant victime d'un tel lavage de cerveau. Imaginez les efforts nécessaires à ces enfants pour sortir de cette culture de la haine. Certains y parviennent, mais nombreux sont ceux qui n'y parviennent pas. Comment pouvons-nous attendre des jeunes Palestiniens qu'ils soutiennent la paix lorsque leurs dirigeants empoisonnent leur esprit de la sorte? Nous, en Israël, nous ne le faisons pas. Nous éduquons nos enfants dans une culture de la paix. Récemment, nous avons lancé un programme pilote pour rendre l'étude de l'arabe obligatoire chez les enfants juifs, afin de nous permettre de mieux nous comprendre, afin de nous permettre de vivre ensemble, côte à côte, dans la paix. Bien entendu, comme dans toute société, des éléments qui s'opposent à ces politiques existent. Et c'est précisément en réponse à cela que nous prenons ce type de mesures. Prenez l'exemple tragique de Ahmed Dawabche. Je n'oublierai jamais ma visite à Ahmed à l'hôpital. Quelques heures après qu'il ait été victime d'une attaque. C'était un petit garçon, un bébé de fait, qui avait été gravement brûlé. Ahmed était victime d'un acte terroriste horrible commis par des juifs. Il était sur son lit, bandé. Des médecins israéliens étaient 24 heures sur 24 à son côté pour essayer de le sauver. Rien n'aurait pu soulager ce petit garçon ou sa famille. J'étais à son chevet. J'ai dit à son oncle, ce ne sont pas nos gens qui agissent de la sorte. Ce n'est pas comme cela que nous agissons. J'ai ordonné que des mesures extraordinaires soient prises pour traduire les attaquants d'Ahmed en justice. Aujourd'hui, les citoyens juifs d'Israël accusés d'avoir attaqué la famille d'Awabche sont en prison en attente de leur procès. Pour certains, cette histoire nous montre que de part et d'autre, il existait des extrémistes. Et nous sommes de part et d'autre responsables de ce conflit interminable. Mais ce que prouve l'histoire d'Ahmed, c'est en fait le contraire. Cela nous montre cette grande différence qui existe entre nos deux sociétés. En effet, alors que les dirigeants israéliens condamnent le terrorisme sous toutes ses formes, des Arabes et des Juifs, les dirigeants palestiniens glorifient le terrorisme. Alors qu'Israël jette en prison la poignée de terroristes juifs, les Palestiniens rémunèrent les milliers de terroristes dans leur rang. Donc j'en appelle au président Abbas. Vous devez faire un choix. Vous pouvez continuer d'alimenter la haine, comme vous l'avez fait aujourd'hui, ou vous pouvez enfin faire face à la haine et travailler à mon côté pour rétablir la paix entre nos peuples. Mesdames et messieurs, j'entends déjà ce qu'il va se dire. Je sais que nombre d'entre vous avaient peut-être renoncé à la paix. Mais moi, je ne renonce pas à la paix. Je demeure engagée en faveur de la paix sur la base d'une solution à deux États pour deux peuples. Je crois, comme jamais par le passé, qu'un changement est en train de s'opérer dans le monde arabe aujourd'hui, lequel nous offre une occasion unique d'avancer sur la voie de la paix. Je salue le président Sisi de l'Égypte pour les efforts déployés pour faire avancer la paix et la stabilité dans notre région. Israël se félicite de l'esprit qui a présidé à l'initiative de paix arabe, se félicite du dialogue instauré avec les États arabes pour avancer sur la voie de la paix. Je pense que pour que cette
paix soit réalisée, les Palestiniens devront être impliqués. Je suis prêt à entamer des négociations pour réaliser la paix aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Le président Abbas, il y a une heure, s'exprimait ici. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de parler l'un après l'autre, de nous parler l'un à l'autre? Président Abbas, au lieu de parler contre Israël ici aux Nations Unies à New York, je vous invite à parler au peuple israélien, à la Knesset, à Jérusalem. Et je viendrai avec plaisir parler au Parlement palestinien Ramallah. Mesdames et messieurs, si Israël souhaite la paix avec tous ses voisins, Israël sait aussi que la paix n'a de plus grand ennemi que les forces de l'islam militant. Ces fanatiques sèment la mort sur chacun de vos continents. Paris, Nice, Bruxelles, Bagdad, Tel Aviv, Jérusalem, le Minnesota et New York, de Sydney à San Bernardino. Tant d'hommes et de femmes ont souffert de leur sauvagerie, des chrétiens, des juifs, des hommes, des gays, des yazidis, des kurdes, et nombre d'autres. Et pourtant, le plus lourd tribut a été payé par des musulmans innocents. Des centaines de milliers d'innocents assassinés, des centaines de milliers devenus réfugiés, assujettis. Venir à bout de cet extrémisme sera une victoire pour l'humanité tout entière, mais surtout et avant tout pour les nombreux musulmans qui souhaitent vivre sans peur, vivre dans la paix, vivre dans l'espoir. Mais vaincre l'extrémisme exige des efforts sans relâche. Nous devons lutter dans le monde réel. Nous devons lutter dans le monde virtuel. Nous devons démanteler leurs réseaux, couper leurs vivres, discréditer leur idéologie. Nous pouvons les vaincre et nous vaincrons. La modernité n'a pas son pareil. L'espoir l'emporte sur la haine. La liberté est plus forte que la peur. Nous pouvons le faire. Mesdames et messieurs, Israël combat cette bataille contre les extrémistes. Chaque jour, nous préservons nos frontières contre lesquelles nous empêchons la contrebande d'armes par l'Hezbollah au Liban. Nous luttons en Judée, en Samarie, en Cisjordanie contre les attaques. Nous dissuadons les attaques venant de Gaza contrôlées par le Hamas. Le Hamas, cette organisation terroriste qui, avec une cruauté incroyable, refuse de nous rendre 3 de nos citoyens. Il les dépouille d'Adal Goldin et Ain Shamoun. Les parents d'Adal Goldin, Leanne Sepra Goldin, sont parmi nous aujourd'hui. J'ai une demande à formuler. Ils souhaitent pouvoir enterrer dignement leur fils bien-aimé en Israël. Je demande une chose. Qu'ils puissent se rendre sur la tombe de leur fils. Le Hamas le leur refuse. Il n'en a cure. Je vous implore, soyez à nos côtés, soyez à leur côté, aux côtés de tous ceux qui défendent le bien contre l'indécence et la barbarie de Hamas. Le Hamas viole chaque règle humanitaire, les foule aux pieds. Mesdames et messieurs, la plus grande menace qui pèse sur mon pays, sur notre région,
et de fait sur notre monde demeure le régime extrémiste de l'Iran qui souhaite réduire à néant Israël, qui menace des pays dans tout le Moyen-Orient, qui parraine le terrorisme de par le monde. Cette année, l'Iran a tiré des missiles balistiques, défiant directement le Conseil de sécurité et ses résolutions. Ils ont continué d'agresser l'Irak, la Syrie, le Yémen. L'Iran continue de consolider son réseau terroriste qui se trouve à présent sur 5 continents. Par conséquent, la menace que représente l'Iran pour chacun d'entre nous n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Dans les années à venir, nous devrons redoubler d'efforts pour repousser l'agression iranienne et la terreur imposée par l'Iran. Étant donné les contraintes nucléaires qui pèsent sur l'Iran, mais qui disparaîtront dans un an, que les choses soient claires. Israël ne permettra pas au régime terroriste iranien de développer l'arme nucléaire. Pas aujourd'hui, pas dans une décennie, jamais. Mesdames et messieurs, je suis ici devant vous aujourd'hui alors que l'ancien président israélien Shimon Peres lutte pour sa vie. Shimon est un des pères fondateurs d'Israël, un de ces hommes d'État les plus forts, les plus respectés. Je sais que vous conviendrez tous avec moi et que vous serez d'accord avec le peuple d'Israël pour lui souhaiter un prompt rétablissement. J'ai toujours admiré l'optimisme sans faille de Shimon. À son instar, je suis pétri d'espoir. Pétri d'espoir parce qu'Israël est capable de se défendre seul contre toute menace. Je suis plein d'espoir parce que le courage de nos hommes, de femmes est sans commune mesure. Je suis plein d'espoir parce que je sais que les forces de la civilisation finiront par l'emporter, triompher face à la terreur. Je suis plein d'espoir parce que, à l'heure de l'innovation, Israël, nation innovante s'il en est, prospère comme jamais par le passé. Je suis plein d'espoir parce qu'Israël œuvre sans relâche pour avancer sur la voie de l'égalité de chance pour tous, juifs, musulmans, chrétiens, pour chacun. Je suis plein d'espoir parce qu'en dépit de tous les Cassandres, je pense que dans les années à venir, Israël forgera une paix durable avec tous ses voisins. Mesdames et messieurs, j'ai bon espoir quant à ce que peut accomplir Israël parce que je vois ce qu'Israël a déjà accompli par le passé. En 1948, année de l'indépendance d'Israël, notre population comptait 800 000 personnes. Notre principal produit d'exportation, c'était les oranges. On disait alors que nous étions un trop petit pays, un pays trop faible, trop isolé, pour survivre et encore moins prospérer. Les sceptiques avaient tort. Les sceptiques ont tort encore aujourd'hui en ce qui concerne Israël. La population israélienne a été multipliée par 10. Notre économie a été multipliée par 40. Aujourd'hui, c'est la technologie que nous exportons. La technologie israélienne qui alimente la téléphonie mobile, les voitures et j'en passe. Mesdames et messieurs, l'avenir appartient à ceux qui innovent. C'est la raison pour laquelle l'avenir appartient aux pays tels qu'Israël. Israël souhaite être votre partenaire pour
exploiter pleinement l'avenir. J'en appelle à chacun d'entre vous, coopérez avec Israël, embrassez Israël, rêvez aux côtés d'Israël, rêvez de cet avenir que nous pourrons bâtir ensemble. Un avenir de progrès sans précédent, à couper le souffle, un avenir de sécurité, de prospérité, de paix, un avenir d'espoir pour toute l'humanité. Un avenir où même aux Nations Unies, ici même dans cette salle, Israël pourra enfin, de manière inévitable, occuper la place qui lui revient parmi les nations. Je vous remercie. En nombre de l'Assemblea, Au nom de l'Assemblée, je remercie Monsieur le Premier ministre de l'État d'Israël pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. seguimos.